1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Bien, bonjour à tous. Merci de prendre place, on va commencer. Voilà, je vous laisse vous installer. Alors, en tout cas, c'est formidable de vous voir si nombreux dès l'ouverture de cette seconde journée. Je crois que la grande réussite de la première n'y est pas pour rien, parce qu'on a vraiment vécu une journée formidable hier, donc on tente le coup, c'est qui tout double, mais je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste pour que ce soit double. Cela dit, j'ai quelques consignes à vous faire passer. Si vous prenez des photos, c'est autorisé, n'utilisez pas de flash, parce que ça perturbe la captation que vous pourrez voir d'ici un mois sur Internet. Et puis on avait un petit son et lumière hier, parce qu'en plus des flashs, il y avait des portables, évidemment. Nous avons dû en confisquer quelques-uns, ce qui n'est jamais très agréable. Donc je vous demande de ne pas oublier de les rallumer quand vous sortirez de l'amphithéâtre. Alors ce matin, on va découvrir le programme. Enfin, vous le connaissez, mais je voudrais juste vous le rappeler rapidement. Daniel Naon dans un instant, je vous en reparle dans 10 secondes. Jean-François Münster ensuite sur les réserves pétrolières qu'on peut trouver dans les océans. Océan encore avec Philippe Curie, mais sous un autre angle qui est celui davantage de l'alimentation, de l'état des réserves de poissons, d'espèces sous la mer et les océans. Enfin, avec Alain Prochian, une question: comment se fait-il qu'avec une différence si petite entre l'ADN des grands singes et la nôtre, on ait pu développer un cerveau si extraordinaire, pour le meilleur et pour le pire, évidemment. Alors, on commence par cette petite devinette. Quel est le point commun entre Sao Paulo, Abidjan, Poitiers, Yale, Perth, en Australie, et Aix-Marseille? Ah, c'est pourtant évident. Toutes ces villes ont, à un moment ou à un autre, accueilli au sein de leur université un professeur que l'on connaît bien ici. J'accueille un homme de la Terre et un citoyen du monde, Daniel Naon. J'avais découvert Daniel en 2008 quand était sorti ce livre, L'épuisement de la Terre. Alors la Terre n'est pas tout à fait épuisée aujourd'hui, et ça va être le sens de l'intervention. De la pierre à l'homme, 30 minutes pour une longue marche à travers le temps. Daniel Naon. Merci. D'abord, je remercie toute l'équipe qui a organisé. Je pense à Ali, je pense à Anya. Voilà, je pense aussi à Jean-Jacques Motte qui m'a aidé pour ces illustrations. Mais je pense aussi à tous ceux qui ont cru en la science et en ces tables rondes, et en particulier à Alexandre Medvedovski, qui a cru que la science servait à quelque chose. Alors, je vais vous parler d'une marche à travers le temps. J'ai 30 minutes pour brosser à peu près 4,56 milliards d'années. Au début, la Terre était une boule de magma incandescent qui tournait sur elle-même en 6 heures et qui grossissait en recevant à sa surface des bolides qui venaient de toutes parts de l'espace s'écraser sur elle. Ces bolides... c'est peut-être... Voilà. Jusqu'à ce qu'un bolide plus gros que les autres, de la taille de Mars, que l'on appelait Theia, vienne percuter la Terre. Et ce choc a eu 2 conséquences. D'abord, d'accélérer la rotation de la Terre, et le deuxième, de se pulvériser en de nombreux fragments qui se sont satellisés autour de la Terre à peu près 20 000 kilomètres. Et au cours des millions d'années qui ont suivi, ces fragments se sont agrégés pour constituer un nouvel astre que l'on appelait la Lune. À partir de ce moment-là, cette Lune, qui était si proche, engendrait une attraction importante sur cet océan de magma en créant de grandes ondulations. Et puis,
toujours au cours des millions d'années qui ont suivi, la Terre a dégazé. Alors elle a dégazé d'abord de la vapeur d'eau qui avait été emmenée par ces bolides qui avaient frappé sa surface parce qu'il y avait beaucoup de chondrites carbonées qui contenaient jusqu'à 25% d'eau. Donc elle dégazait de la vapeur d'eau, mais elle dégazait également de l'hydrogène sulfuré à 2 du méthane, du gaz carbonique. Elle était irrespirable, brûlante, ça devait puer l'œuf pourri et l'hydrocarbure, et elle était zébrée d'éclairs, et elle avait une épaisseur qui était à peu près 100 fois celle de l'atmosphère actuelle, mais elle était retenue parce que la masse de la Terre était désormais suffisante. Et puis, après ce dégazage, la surface de la Terre et l'atmosphère ont refroidi. La surface de la Terre, en refroidissant, le magma a cristallisé en une croûte primitive qui était constituée de roches à olivines, sorte de banquise de roches épaisses qui flottaient sur un magma sous-jacent. Et l'atmosphère, en refroidissant, surtout la vapeur d'eau, qui constituait 90% de cette atmosphère, s'est concentrée en une pluie diluvienne qui a duré des millions d'années et qui a donné naissance aux océans. Alors la Lune, que vous voyez là, qui était encore très proche, avait une attraction considérable et donc cet océan était affecté de marées extraordinaires. La pluie, en tombant sur ces roches à olivine, dont je vous présente ici un cristal d'olivine, finissait par transformer ces cristaux, les altérer. Alors voilà à l'échelle atomique un exemple où les molécules d'eau pénétraient les fissures de cette olivine et en dissolvant l'olivine, libéraient surtout les atomes de magnésium, Mg2+, ou de fer, Fe2+, qui étaient entraînés par le ruissellement que rien n'arrêtait jusque dans les océans naissants. Et bien entendu, au fil des millions d'années, vous pouvez imaginer les quantités de magnésium et de fer surtout qui allaient à l'océan. Alors on peut, avec ce schéma, on peut résumer ce qu'il se passait comme altération de la croûte primitive. Avec la cartouche verte, ce sont les réactions simplifiées d'altération. L'olivine, en s'altérant, donnait un silicate plus léger, la serpentine ou le talc. Et la serpentine ou le talc, en réagissant également avec l'eau de pluie, donnait naissance aux argiles, à des smectites ferromagnésiennes. Alors ces smectites, ce sont des phyllosilicates, c'est-à-dire des silicates en feuillets superposés comme des sandwichs. Et dans ces sandwichs, vous pouvez y mettre des tas d'atomes. Et c'est ce qui va faire évoluer, bien entendu, l'histoire de la Terre. Alors cette argile était entraînée par le ruissellement dans l'océan et a sûrement constitué les premiers sédiments océaniques. En même temps, ces réactions dégazaient de l'hydrogène. Cet hydrogène réagissait, donnait du méthane, du gaz carbonique, de l'ammoniac, qui allait alimenter à nouveau cette atmosphère en gaz à effet de serre et qui contenait la chaleur de cette atmosphère. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette atmosphère était très acide et la pluie, en tombant, dissolvait une partie des atomes qui étaient dans l'atmosphère et en particulier contenait donc des atomes de carbone, d'hydrogène et d'azote que l'on retrouvait entre les feuillets d'argile. 150 millions d'années après sa naissance, la Terre devait ressembler à cela. Vous aviez des continents et à peine formés, ils étaient affectés de fissures et c'était le début de la tectonique des plaques. Et l'océan devait être vert, comme ça, vu de l'espace,
parce qu'il contenait des quantités considérables de fer à l'état réduit, de fer de plus, qui donne cette couleur verte. Alors, résumons. Cette période, c'est l'Adéen. L'Adéen vient du mot Hadès, le dieu des enfers, car il s'agissait bien d'un enfer sur Terre. Les océans étaient très chauds, plus de 80 degrés. Les continents à peine formés étaient affectés par la tectonique des plaques et pendant des dizaines de millions d'années ont été altérés pour fournir de l'argile. Alors à partir de ce moment-là, tout est prêt pour que la chimie prébiotique commence. C'est ce que j'ai mis par des petits points. Tout est là. L'énergie, il y en a partout. Le temps, pour que de multiples essais se succèdent. Et enfin l'argile qui contenait entre ses feuillets les atomes d'hydrogène, de carbone, d'azote, en deux mots, tout ce qu'il fallait pour faire de l'acide cyanhydrique, qui étaient les précurseurs de molécules plus complexes. Alors, vous savez qu'il y a d'autres théories qui apportent ces prébiotiques par des astéroïdes ou par des sources hydrothermales. Quand j'imagine ce qu'au cours des dizaines de millions d'années, ce qu'a pu former par altération la croûte primitive comme argile, comme quantité d'argile, avec le nombre d'atomes qu'il y avait dans cette argile, je me complais de croire qu'à ce moment-là, la Terre a pu fonctionner comme un seul et même système qui s'auto-organisait sans avoir à faire appel à des sources extérieures. Alors, dans l'argile, entre les feuillets d'argile, que j'ai ici matérialisés par ceci, on commençait à s'assembler les premiers acides aminés. Alors, les acides aminés qui est essentiellement des formes gauches qui caractérisent le vivant, vraisemblablement orientées par les rotations et les translations des feuillets d'argile lorsqu'ils s'empilaient pour former des cristallites. Alors on est encore loin entre ces acides aminés et l'ADN qui porte la conservation, la réplication et la transmission de l'information génétique, mais tout va aller très vite. Tout va aller très vite entre ces précurseurs et la première cellule. Enfin, quand je dis tout va aller très vite, il faut encore 500 millions d'années. Mais on arrive à cette première cellule prokaryote, sans noyau, et dans lesquelles les chaînes de gènes devaient flotter. Les bactéries anaérobies, les prokaryotes, ont commencé à se multiplier et à couvrir le fond des océans de prairies bactériennes qui, quelquefois, pouvaient donner des constructions assez imposantes, comme vous avez ici. Et ces bactéries ont commencé à innover. Elles ont inventé la photosynthèse à partir de l'hydrogène sulfuré. Elles ont capté l'hydrogène parce que l'hydrogène donne un proton dont elles ont besoin, c'est de l'énergie, c'est de l'électricité, on a tous besoin d'énergie, et elles exhalaient le soufre qui se combinait avec le fer pour donner un sulfure de fer, la pyrite, qui précipitait et qui a donné plus tard les roches rubanées ferrugineuses que vous avez sur la droite. Alors, ces bactéries, bien entendu, se sont multipliées, et à un moment donné, on est à peu près à 2,8 milliards d'années, ces bactéries sont devenues tellement nombreuses que l'hydrogène sulfuré n'était plus suffisant pour fournir l'hydrogène aux bactéries. Alors, c'était en gros la première crise alimentaire de la planète et il a fallu innover. Et les bactéries ont innové en allant chercher l'hydrogène là où il se trouvait, c'est-à-dire dans la molécule d'eau. Et en prenant cet hydrogène pour qu'elle puisse survivre et se multiplier, elle libérait en même temps un déchet hautement toxique qui était l'oxygène. Et l'oxygène a commencé à apparaître à ce moment-là, d'abord à la partie supérieure des océans,
qui ont ensuite dégazé dans l'atmosphère, et cela s'est passé en même temps que les premières cellules à noyaux eucaryotes sont apparues. Alors, ces bactéries anaérobies ont commencé à apprendre à respirer l'oxygène, à oxyder le carbone et à rejeter le gaz carbonique. C'était les ancêtres des mitochondries qui, lorsqu'elles ont été assimilées dans la cellule, juste vous dire que cet oxygène, en dégazant très vite dans l'atmosphère, a permis à l'oxygène, en diffusant, de réduire considérablement l'effet de serre. Et en réduisant considérablement cet effet de serre, dans un contexte de soleil jeune, puisqu'il était 20 ou 30% moins irradiant que ce qu'il est aujourd'hui, ça a amené quoi? Ça a amené la prise en glace de la Terre, une glaciation globale que je vous montre ici. Et cet épisode de glaciation globale, on l'a retrouvé plusieurs fois dans l'histoire de la Terre, notamment à la fin du Précambrien. Alors ça veut dire quoi? On est à la moitié de la vie de la Terre, et la Terre fête cette moitié de vie avec des bulles et de la glace. Donc je vous disais que les bactéries anaérobies ont respiré cet oxygène. C'était les ancêtres des mitochondries. Et une fois que ces mitochondries ont été assimilées dans la cellule, elles ont permis aux créatures vivantes de respirer. C'était le début de la complexification métabolique, le début de la symbiose, le début de la coévolution qui va aboutir à 1,8 milliard d'années au regroupement en colonies de la plupart des cellules. Et puis, il y a moins 900 millions d'années, c'est l'apparition des tissus. Alors, dès que les tissus apparaissent, c'est la sexualité et la multiplication des transferts de gènes dans tous les sens dans l'océan. À ce moment-là, le monde est constitué par un grand océan avec un supercontinent que l'on appelle le Rodinia et dans lesquels la plupart des boucliers qui constituent l'ossature de nos continents actuels sont déjà en place. Il faut attendre moins 600 millions d'années à l'Édiacarien pour voir apparaître les premières faunes et flores pluritissulaires. Alors, elles sont déjà diversifiées. Ce sont des symétries bilatérales ou des symétries radiales, et c'est l'apparition des premières éponges ou des ancêtres des méduses et des anémones de mer. Mais c'est à peu près 4 milliards d'années après le début de la naissance de la Terre, au Cambrien, que va apparaître une exubérance de vie dans les mers qui bordent les continents. Et avec elle, c'est une série d'innovations essentielles aux vivants qui apparaissent, un florilège d'innovations. C'est le squelette externe, c'est l'apparition de la mâchoire, l'apparition de la bouche, l'apparition de l'appareil digestif, l'apparition des yeux, des branchies. Et c'est un véritable jaillissement de vie dans ces océans dans lesquels on voit apparaître de très nombreux phylums, dont beaucoup de ces phylums sont encore présents de nos jours. Alors, ce sont des arthropodes, des mollusques à coquilles, ce sont des échinodermes, c'est-à-dire tous les ancêtres de nos homards, de nos crevettes, de nos oursins, de nos coquillages, sans lesquels, vous en conviendrez, nos repas festifs seraient bien tristes. Et puis, une fois que ce jaillissement de vie s'est fait dans les océans, eh ben, la vie, le vivant, va partir à la conquête des continents. Alors, cette conquête, ce n'est pas faite comme ça.
Hein, moi, je vois souvent des images dans des documentaires où on montre les continents comme des continents désertiques. Sûrement pas. Si la vie est allée sur les continents, c'est qu'il y avait de quoi manger, de quoi se nourrir. Et cette nourriture, c'était l'argile d'altération qui couvrait la plupart des continents. Ces argiles qui contenaient dans leurs feuillets les nutriments, et d'ailleurs les bactéries ne s'y sont pas trompées depuis la fin de l'Archéen, entraînées par les embruns ou la pluie, elles se sont installées douillettement au sein des argiles. Et puis voilà que les premières plantes avasculaires, sans racines, envahissent les continents. Leurs ancêtres, c'était sûrement des algues photosynthétiques qui étaient en bordure de mer et qui étaient balancées par les marées. Ça va aller rapidement vite. Et on voit qu'au Dévonien, les continents verdissent. Ils sont envahis de forêts d'arbres, de grands arbres vasculaires avec des racines. Les sols s'approfondissent et apparaît le premier cycle de la matière organique, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, du soufre, du phosphore. À partir de ce moment-là, les insectes minuscules sortent des mares. Ce sont des acariens et des arthropodes, et parasites ou prédateurs, ils vont se nourrir de micro-végétaux ou de leurs propres cadavres, et eux aussi vont sur la terre ferme. Mais il n'y a pas que. À ce moment-là, les vertébrés marins fuient les prédateurs. Il y a des prédateurs terribles dans les océans. Il y a des scorpions de 130 kilos. Il y a des sortes de poulpes qui font 8 mètres. Ils sortent donc par les deltas et par les fleuves et vont partir eux aussi sur la terre ferme où les attendent de très bons casse-croûtes à base de végétaux et d'insectes. Ce sont les tétrapodes du Dévonien, Acanthostega, Ichthyostega. Vient donc une période qu'on appelle le Phanérozoïque, qui est constituée du Paléozoïque, du Mésozoïque et du Cénozoïque, de 550 millions d'années, où vont se succéder, et c'est ce que j'ai montré en traits verticaux orange, vont se succéder toute une série d'extinctions de formations, de formes préexistantes et apparaître des formes nouvelles. Il y a à peu près une extinction tous les 8 à 10 millions d'années, avec 4 grandes extinctions au cours desquelles des lignées aquatiques ou terrestres, microscopiques ou géantes, vont disparaître en un laps de temps relativement court. Alors ces grandes extinctions sont celles de la fin de l'Ordovicien, 440 millions d'années, de la fin du Permien, 250 millions d'années, et du début du Trias, 240 millions d'années, les plus importantes, et la plus célèbre, celle de la fin du Crétacé, il y a 60 millions d'années. Alors, à quoi sont dues ces extinctions? Alors là aussi, ce n'est pas la peine de faire appel à chaque fois à des causes externes. On peut expliquer, grâce à la reconfiguration des bassins et des continents, par la tectonique des plaques, c'est-à-dire grâce aux orogènes, la formation des chaînes de montagnes, et aux épanchements volcaniques d'exception que l'on voit ici avec des flèches violettes et qui libèrent des quantités phénoménales, 20 à 30 fois plus de gaz à effet de serre qui vont changer le climat et l'écosystème. En même temps, ces reconfigurations vont entraîner des variations de grande ampleur du niveau des mers qui sont marquées par la courbe noire. Vous voyez que vous avez des fois des ampleurs de 300 mètres entre la transgression et la régression. Et si vous conjuguez cela à des lignées génétiquement mal en point, eh ben vous avez une issue fatale pour toute une lignée ou pour des tas de lignées. Alors un exemple de lignée mal en point, on cite souvent la fin du Crétacé comme étant la disparition des ammonites. Eh ben vous pouvez voir là-dessus que les ammonites étaient en déclin depuis plusieurs dizaines de millions d'années. Et il en était de même pour les dinosaures. Alors on quitte le Crétacé et on arrive à l'Éocène.
Éocène, c'est Eos, Kénos, c'est l'aube nouvelle en grec. Et après la disparition, bien entendu, des dinosaures, voilà à quoi ressemblaient à peu près nos continents. Ils avaient une disposition qui est presque moderne, à ceci près, c'est que l'Europe était constituée d'un chapelet d'îles qui baignaient dans des mers peu profondes et que l'Australie et l'Amérique du Sud quittaient à peine l'Antarctique et amorçaient leur dérive vers le nord, l'Amérique du Sud n'étant pas encore reliée à l'Amérique du Nord. Dans cette période éocène, jamais les niveaux des mers n'ont été aussi hauts. C'est ce qui est représenté par une courbe noire, avec l'échelle à gauche, en noir, qui vous montre à partir du zéro actuel les fluctuations et les hauteurs des niveaux des mers. En plus, jamais les températures n'ont battu de tels records, c'est ce qui est matérialisé par la courbe verte. Et en effet, il y a 55 millions d'années, les températures des eaux des cercles polaires étaient de 6 à 8 degrés plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui, et ont trouvé des faunes tropicales et des flores tropicales, des crocodiles, des tortues, jusqu'au-delà du cercle polaire. C'est ce qu'on appelle l'optimum de l'Éocène. Alors, ce réchauffement est vraisemblablement dû à la succession de deux épisodes d'épanchement qu'on appelle les trappes volcaniques qui se sont succédées, le trappe du Groenland et les trappes du Décan. Mais cela a favorisé aussi l'apparition et le développement des mammifères, et on a vu tous les ordres modernes de mammifères apparaître et se diversifier, dont en particulier celui des primates. Alors, les primates sont caractérisés par un cerveau qui est plus gros, par une migration des orbites vers l'avant, ce qui va leur permettre d'avoir une vision binoculaire, c'est-à-dire de voir en relief, mais en même temps, c'est l'apparition du pouce opposable, c'est la disparition des griffes pour laisser apparaître les ongles et la réduction du museau. Alors très rapidement, puisque je suis obligé en une demi-heure de tout vous expliquer, à nouveau, en 40 millions d'années, 3 lignées de primates, mais la température du globe va commencer à chuter entre moins 40 et moins 35 millions d'années. La température du globe chute d'environ 10 degrés Celsius. C'est la mise en place définitive à l'Oligocène de la calotte antarctique, polaire antarctique. Et là, avec ce refroidissement, les lignées de primates disparaissent de l'hémisphère nord et vont se réfugier où? Dans les niches plus chaudes, tropicales d'Afrique. Et on voit apparaître à ce moment-là les premiers singes modernes. 20 millions d'années, c'est le Miocène, un réchauffement, ce qui permet à deux lignées de singes de se différencier, les cercopithécoïdes, les singes à queue, et les hominoïdes, les singes sans queue. Enfin, à 14 millions d'années, un refroidissement encore de la planète, où le volume des glaces augmente de plus de 50%. Et là, bien sûr, les singes disparaissent de l'Europe et tout ce beau monde se réfugie en Afrique. Il y a entre 8 et 7 millions d'années, la lignée humaine va se séparer de celle des grands singes. Alors, Henri de Lumley, qui est dans cette salle, nous a raconté l'année dernière avec une gourmandise de détails toute cette évolution. Je vais donc la retracer dans les grands traits. Toumaï, premier australopithèque que l'on connaisse, apparaît il y a 7 millions d'années. C'est un petit hominine de 1 mètre de haut qui se différencie des singes par sa face, par ses canines, par son bas-crâne, et qui a une bipédie occasionnelle, car les australopithèques sont encore, à ce moment-là, arboricoles et végétariens. C'est les lambeaux, alors c'est plusieurs espèces, ces australopithèques, qui constituent les lambeaux naissants d'une humanité à la lisière des forêts. Et puis, patatras, il y a 3 millions d'années, et entre 3 et 1,8 millions d'années,
un nouveau refroidissement qui voit apparaître la calotte antarctique définitivement, c'est-à-dire les glaces du pôle Nord se mettent en place. Et cela va se traduire en Afrique, ce refroidissement, par un recul considérable des forêts et une extension sans égale des savanes à graminées qui sont des plantes à C3. Cette évolution va être fatale aux australopithèques qui mangeaient des plantes en C4, des plantes de forêt, qu'il s'agisse de feuilles ou qu'il s'agisse de fruits ou de noix. Et donc, en revanche, ça va favoriser le développement des Homo habilis. Et en effet, Homo habilis va se développer dans ces plaines, dans ces savanes, en devenant d'un peuple arboricole, il devient un peuple de l'herbe, il diversifie sa nourriture et grâce aux outils qu'il a inventés il y a 2,5 millions d'années, il découpe les charognes et mange de la viande. Alors, Homo habilis a une grande variabilité dans l'espèce, mais qui a ceci en commun d'avoir une maîtrise excellente de la bipédie grâce à une structure parfaite de la voûte plantaire. Et puis voilà Homo erectus qui apparaît, qui supplante Homo habilis. Alors si Homo erectus a déjà un crâne qui est à peu près 4 fois le volume de celui des premiers australopithèques, il va inventer la chasse en meute grâce aux armes, grâce aux outils qui sont des armes et qu'il améliore, mais aussi grâce à des changements anatomiques qui apparaissent. En effet, les articulations de ses membres postérieurs se sont élargies, il perd sa fourrure, il se dote de glandes sudoripares qui vont éviter la surchauffe de son corps lorsqu'il va traquer le gibier. Et enfin, il a une modification de l'articulation de l'épaule qui s'oriente vers l'extérieur et qui lui permet de lancer le javelot de bois loin et fort. Il devient un terrible prédateur, mais qui lui donne un accès plus facile aux protéines animales et aux lipides, et bien entendu, son cerveau se développe sans égal. Alors, Homo erectus, avec cette facilité à se déplacer, à suivre ses proies, sort d'Afrique et part à la conquête de l'Asie d'abord, puis de l'Europe, au gré des 2 millions d'années d'existence, au gré des variations climatiques qui ont peuplé les 2 millions d'existences d'Homo erectus. L'homme du Néandertal est sûrement un aboutissement d'Homo erectus. Il est proche de l'homme moderne, il est plus petit, il est robuste et il va se développer dans l'Asie centrale, en Europe, au Proche-Orient. Il va côtoyer Homo sapiens. Et on sait aujourd'hui qu'il y a eu même des croisements génétiques entre le Néandertal et Homo sapiens. Et puis, brutalement, le Néandertal disparaît il y a 35 000 ans et laisse la place à Homo sapiens. Alors, l'aboutissement d'Homo sapiens a un prix. Avec ce merveilleux acte de s'être redressé, de regarder en face le ciel et les étoiles, il a eu un allongement des membres postérieurs, ce qui a entraîné un redressement du bassin et un rétrécissement de ce bassin au point que, avec un crâne aussi volumineux pour naître, il a fallu une solution adaptative simple, c'est naître avant terme. Ce qui fait que le crâne a continué à se développer plusieurs années après la naissance, et Homo sapiens est, selon la définition de Louis Bolk et de Dany Robert Dufour, un néothène, c'est-à-dire un juvénile qui se prolonge et qui doit affronter un monde rempli de prédateurs qui, eux, sont bien munis pour affronter leur survie. Alors, Homo habilis, avec cette néothénie, Homo sapiens, pardon, avec cette néothénie, cette insuffisance à la naissance à se débrouiller tout seul, va s'en sortir grâce à la culture.
Alors, c'est les animaux, contrairement aux animaux qui, eux, survivent dans l'instant et vivent l'instant présent, l'homme va habiter le temps. Il va concevoir le passé, le présent, le futur, et donc va pouvoir inventer la pensée symbolique, va développer l'art, va affiner ses armes et les multiplier pour pouvoir se défendre. Il ne reste plus à Homo sapiens qu'à trouver un moyen de survivre mieux et de se multiplier. Ça va être le dernier acte de ce long développement. C'est l'invention de l'agriculture et de la société du travail. Cela est rendu possible au dernier interglaciaire où l'on voit, au cours de ce réchauffement, fondre les glaces, et en particulier celles de l'hémisphère nord. Ce réchauffement va entraîner, bien sûr, une élévation du niveau des mers, et cette élévation va permettre aux fleuves de fainéanter en méandres, et avec les argiles du sol qu'elles transportent, de remplir, de colmater les deltas et les vallées de limons fertiles dans lesquels les grains d'amidonier, d'épeautre ou d'orge vont germer très facilement. On connaît la suite, on nous l'a déjà raconté, c'est l'invention de l'agriculture dans le croissant fertile, ce qui va changer le monde. L'homme ne court plus après sa nourriture, il se sédentarise autour des champs et il va découvrir les bienfaits de l'argile, cette fameuse argile. Le sol cultivé devient le pain de l'homme. Avec le sésame, il donne l'éclairage par l'huile. Avec les pâturages, il domestique et il nourrit le bétail. Avec l'argile, il va façonner les poteries et les greniers pour entreposer les graines. Avec l'argile et la paille, il va fournir la brique et va étendre ses villages. Cette union entre l'argile du sol et l'homme est si intime, si étroite, qu'elle va se graver dans la mémoire des premiers écrits. Adam, qui symbolise l'humanité, vient d'un vieux mot hébreu, Adama, qui signifie la terre labourée. Voilà donc ce voyage extraordinaire à travers le temps qui, de simples atomes, se sont déplacés des roches vers les créatures vivantes. Ce cheminement a été long. Il a été initié par l'eau, par l'argile, depuis la pierre jusqu'à l'homme. Je vous remercie. Bien, ouais. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Moi, je vais me mettre à côté. Hein. Voilà, et merci pour ces belles images aussi. Hein. Tu as rendu hommage tout à l'heure à celui qui t'avait aidé à cette présentation. C'était formidable. Des questions? Voilà. Ah non. Si? Oui. Ah non. D'accord. Bon. Alors, voilà, ici. Bonjour, alors d'abord merci pour la clarté de votre exposé. Vous parlez souvent de se réfugier dans chaque fois qu'il y a un changement climatique, mais je veux dire que ailleurs ils ont disparu, mais ce n'est pas un déplacement. Quand des singes, mettons, se retrouvent en Afrique et disparaissent ailleurs, c'est juste parce qu'ils disparaissent ailleurs qu'on les retrouve en Afrique. Ils ne se sont pas déplacés, je pense, pendant la période. Vous avez des migrations. Hein. Attendez, là, j'ai brossé 4,5 milliards d'années en une demi-heure. Donc, il a fallu faire vite et j'ai même pressé les singes de faire vite. Donc, non, tout ce beau monde se déplace parce que ça disparaît et les gens ne vont pas rester dans des conditions. Imaginez que dans cette salle, d'un coup,
l'air devient irrespirable parce qu'on diminue la quantité d'oxygène de 10%. Des gens vont se sentir mal, ils vont se déplacer vers l'extérieur. Donc c'est un peu ça, hein. On est dans un milieu où l'écosystème évolue tellement que ça disparaît. Alors il y a des extinctions vraisemblablement, mais il y a aussi des déplacements et des évolutions vers les niches les plus chaudes. Et quand je dis les niches les plus chaudes, ça a été, je crois, je parle sous le contrôle de mon ami Delhomelet, ça a été dans le Fayoum, d'abord en argile, en Égypte que ça s'est fait, et puis après c'est descendu un peu plus bas. Mais le Fayoum était déjà constitué en Égypte de forêt, donc vous voyez, c'était pas très loin. Alors, je sais pas. Et moi, j'avais une question, parce qu'on a bien compris entre les prokaryotes, eucaryotes, il y a eu un temps extrêmement long, même si tu dis que c'est rapide en 500 millions d'années. On peut parler du pétrole, on va le faire avec Jean-François Münster dans un instant, c'est des centaines de millions d'années, de disparition de biodiversité. Là, on est rentré dans une nouvelle période de disparition. Il y a une accélération qui est quand même extraordinaire. On arrive aujourd'hui, en quelques dizaines ou quelques centaines d'années, à défaire ou à modifier quelque chose qui a mis des centaines de millions à se créer. Qu'est-ce que tu penses de cette accélération et est-ce qu'elle est compatible finalement avec toute l'évolution qu'on a pu suivre grâce à toi? Alors bon, on a un peu résumé, hein. J'ai expliqué que l'oxygène apparaissait dans la partie supérieure des océans, la partie inférieure restait encore très réductrice parce qu'il y avait toutes ces bactéries aussi qui mouraient et donc qui se décomposaient. C'est un peu comme on a, je crois, c'est la mer Caspienne où on a encore un fond très réducteur et une partie supérieure oxygénée. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des biodiversités qui disparaissent, mais on trouve chaque jour ou chaque année de nouvelles espèces, 30 à 40 espèces nouvelles. Et tous les scientifiques qui travaillent sur la biodiversité nous expliquent qu'on n'a découvert encore qu'une petite partie. Alors, il est sûr que l'homme est une espèce animale qui s'installe et qui s'installe très largement et qu'elle fait sa place. Et bien entendu, des espèces disparaissent. Alors, l'avantage, c'est ce qu'on vous disait hier, c'est qu'on prend conscience aujourd'hui de tout cela grâce à quoi? Grâce à la science. Grâce à la science. S'il n'y avait pas eu des scientifiques, personne n'aurait pu réaliser tous les dégâts que nous faisions en nous développant. Et c'est pour ça que moi, je reste tout à fait plein d'espoir et d'optimisme, un peu comme Braic, même si je parle et que je consomme moins d'oxygène. Je ne sais pas si Braic est là. Voilà, ce qui permet à l'assistance de mieux respirer. Donc, je suis comme Braic, je suis un optimiste. Dans cette évolution telle que vous l'avez décrite, quels sont aujourd'hui les principaux points qui font l'objet de controverses sur le plan scientifique? Plus vous allez dans le passé, et moins on sait de choses. Et plus on a, c'était l'image où vous aviez, vous vous souvenez hier, les théories et les preuves. Les preuves, c'était vide. Les théories, c'était plein de papier. Tout ce qui constitue l'ADN, l'archéen, voire une grande partie du précambrien, a beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes. Moi, j'ai simplement raisonné par logique. C'est-à-dire, j'ai vu qu'il y avait une pluie excessivement acide, très réductrice, irrespirable, et comme je suis un spécialiste de l'altération des roches, j'ai pu imaginer ce que devait être l'altération des continents à cette époque. Et avec une atmosphère à effet de serre considérable, il y avait des pluies excessivement acides, excessivement. Je crois qu'on n'a pas aujourd'hui notion de ce que pouvait être l'acidité. Et donc, ce sont des kilomètres cubes de roches qui se sont altérés en quelques dizaines de millions d'années. Et j'estime que ces kilomètres cubes de roches, avec des argiles telles qu'elles sont constituées, ont dû, et tout cela est au conditionnel, ont dû entraîner les premiers sédiments. Et d'ailleurs, je vous le dis, on a trouvé les premiers zircons à 4,4 milliards d'années, ce qui prouve qu'il y a eu une première continentalisation à cette époque. C'est allé très vite, et à mon sens, ça ne peut venir que des argiles. Voilà. Donc, aujourd'hui, des gens vous expliquent
qu'il y a eu des ensemencements venus de l'espace. Les spécialistes des sources hydrothermales vous disent tout vient des sources hydrothermales. Et moi, spécialiste de l'altération, je vous dis tout vient de l'altération. Donc, ça vous permet d'abord d'avoir une réflexion et de voir entre toutes ces théories ce qui peut marcher. Alors, est-ce qu'un jour on arrivera à trouver la véritable théorie? J'en suis pas si sûr. Mais le propre d'un scientifique, c'est d'avoir une réflexion et pas une doxa, et ne pas avoir un dogme définitif. Aujourd'hui, très souvent, la science est faite de ça. Les découvertes d'aujourd'hui sont souvent, des fois, des vieilles lunes le lendemain. On vous a expliqué hier qu'on a vieilli Homo habilis. On ne vous a pas prononcé Homo habilis, mais c'est Homo habilis par la mâchoire qu'on a trouvée de 400 000 ans. On le met à 2,8 aujourd'hui. Ben voilà, on le met à 2,8 et sur mon schéma, il était à 2,8. Donc, quand on sait des choses sûres, on améliore nos schémas et nos théories. Alors, on va prendre encore 2-3 questions rapidement. Voilà. Oui. Daniel, merci pour ce magistral exposé. Alors, j'aurais une question qui n'est pas un peu provocatrice, mais c'est pour lancer un débat. Je ne sais pas si c'est une doxa, mais enfin, l'homme fait sa place, comme tu as dit, il détruit des espèces, et tu parles aujourd'hui d'atteinte aussi à la biodiversité, dont on parle beaucoup. Et moi, ça m'amène à une réflexion. Quand l'Homo sapiens apparaît, tu l'as dit, l'homme de Néandertal est là, et l'Homo sapiens fait sa place. C'est-à-dire que l'homme de Néandertal ne survit pas à l'Homo sapiens. En tout cas, c'est l'une des raisons évoquées par les paléontologues. Aujourd'hui, les grands primates qui sont en partie nos ancêtres sont en train de disparaître du fait de l'homme, de son installation sur Terre et des conséquences qui se sont produites avec cette installation. Alors, on peut aussi avoir une réflexion. Qu'est-ce que tu penserais d'une doxa qui aurait du coup une vision assez pessimiste de l'homme? C'est-à-dire l'homme, c'est le dernier de l'évolution, mais c'est le dernier parce qu'il a supprimé tous les autres. Et est-ce que cette réflexion-là, tu l'acceptes dans un débat ou pas? Et qu'est-ce que tu penses de cette vision un peu pessimiste, d'une certaine manière, de l'installation de l'homme sur Terre? Alors, bon, d'abord Néandertal et puis ensuite le reste. Néandertal, on ne sait pas pourquoi il a disparu. Ça peut être... Alors, je ne pense pas que ce soit les variations climatiques. Certains les ont annoncées parce qu'ils ont connu des variations climatiques importantes. On a pensé à des épidémies. On a pensé au fait que l'Homo sapiens a lui-même détruit Homo néandertal, mais il y a aussi des scientifiques qui vous montrent exactement qu'à ce moment-là, on a eu une inversion du champ magnétique. Donc, et c'est très intéressant, ces inversions du champ magnétique. J'espère qu'on vous en parlera. Il y a sûrement ici Nicolas Touvny qui est dans la salle, enfin je l'espère, et qui vous en parlera peut-être l'année prochaine. Donc, on ne sait pas bien pourquoi il a disparu. On sait que les grands mammifères ont disparu parce que l'homme les a détruits, les plus gros mammifères. Alors, cette vision optimiste ou pessimiste, j'ai entendu, pourquoi je vous ai fait cet exposé aujourd'hui? J'ai entendu, il y a quelques mois, un conférencier qui a dit « Je vais vous raconter 2 histoires, une merveilleuse et une affreuse. » La merveilleuse, c'était la formation de la Terre. Vous avez vu un peu l'enfer que c'était. Et l'affreuse histoire, c'est quand l'intelligence est apparue et l'homme a tout cassé. Alors moi, j'ai voulu vous montrer que c'était l'inverse. Et que je considérais, comme un scientifique qui a une théorie particulière, que c'était au contraire, moi je crois beaucoup en l'homme, et je crois beaucoup au progrès scientifique. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on prend conscience des dégâts qu'on fait, on essaye d'y remédier. Voilà, donc j'arrive pas à partager cette vision pessimiste. Alors, une toute dernière question. Oui, Bernard Fontaine, directeur de recherche émérite au CNRS à l'AMU. Ma question, je suis un peu embêté parce que c'est un peu un rebondissement sur la question précédente. C'est la suivante. Est-ce qu'il y a des théories vraiment robustes qui expliquent la disparition des espèces, notamment de Erectus
et de Néandertal, ou bien y a-t-il pas une continuité et que ce soit la même espèce qui a évolué? Alors écoutez, je crois, mais là aussi il y a notre ami de Lumley qui est là et qui pourra prendre la parole, c'est lui le grand spécialiste. Je crois que tout ce beau monde a vécu en même temps. Hein. C'était, vous savez, quand on regarde l'évolution, on voit qu'il y a des espèces qui sont très contraintes par le régional, hein, par les conditions régionales. Et donc, on a une adaptation très vite au régional. Hein. Y a un conférencier qui a dit, par exemple, que l'évolution, on devait à Homo habilis vraisemblablement déjà les yeux bleus, etc. Non, moi je crois que, enfin, le peu que j'ai lu, hein, ces variations sont apparues dans les 30 000 dernières années, hein, les yeux bleus, la peau blanche, etc. Donc il y a des évolutions très rapides. Il y a eu des évolutions, hein, on a parlé d'évolution climatique à long terme, mais il y a des évolutions très rapides. C'est très compliqué, hein, les évolutions climatiques. Hein. Il y en a qui font appel aux théories astronomiques, mais vous changez un courant marin et vous pouvez changer plein de choses. Quand je parlais de la dérive de l'Amérique, vous avez l'ouverture de la Tasmanie et de Drake, enfin ces deux isthmes, et vous avez là des courants qui commencent à changer. Quand vous fermez l'Amérique du Nord avec l'Amérique du Sud, vous avez l'apparition du Gulf Stream. Donc tout ça est compliqué. Et là, j'irai pas loin, mais je peux penser que on n'a pas une linéarité dans l'évolution de tous ces homos. La vie est faite de bifurcations. Hein, voilà. Il faut savoir que même si les poissons sont devenus des reptiles, aujourd'hui, ce n'est pas tous les poissons qui sont devenus tous des reptiles. Hein. Il y a des bifurcations et c'est très compliqué. Voilà, je ne veux pas me mouiller trop, hein, parce que... À part retourner à l'océan. On n'a plus le temps. Donc, désolé, hein, il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup, Daniel. Merci.